Le jour de notre mariage, à l'hôtel, mon mari m'a dit « Mes 2 maîtresses ont été invitées et elles viendront avec nous pour la lune de miel. » Je suis restée immobile. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai simplement répondu « Très bien ». Il a souri, convaincu qu'il avait gagné. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis, j'avais déjà pris une décision. Une décision qui allait transformer cette lune de miel en la nuit la plus inoubliable de sa vie. Parce que moi, je m'appelle Claire, j'ai 53 ans. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire du jour où j'ai compris que l'homme que j'avais choisi d'aimer avait tout planifié. Non pas pour me rendre heureuse, mais pour me détruire. Doucement, élégamment, avec des fleurs blanches et une bague en or. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous maintenant. Appuyez sur la cloche, laissez un like et dites-moi en commentaire d'où vous écoutez. Restez jusqu'à la fin. Parce que ce que j'ai fait était silencieux, calculé et absolument dévastateur. Je suis architecte. Architecte senior, pour être précise, le genre de titre qu'on ne vous donne pas. Qu'on construit, année après année, dans un secteur qui ne vous fait aucun cadeau quand vous êtes une femme. Mon cabinet est dans le 8e arrondissement de Paris, entre le faubourg Saint-Honoré et les Champs-Élysées, dans un immeuble haussmannien dont j'aime les proportions avec une tendresse que je n'ai jamais réussi à avoir pour les personnes qui m'ont déçu. Les bâtiments, eux, ne mentent pas. Ils sont exactement ce qu'ils montrent. Je suis arrivée à Paris il y a presque 30 ans, depuis Lyon, avec 2 valises et une certitude absolue. Personne ne me donnerait quoi que ce soit. Je le prendrais moi-même. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'avais été mariée une fois, à 28 ans. Ça n'avait pas fonctionné. Pas de trahison, pas de violence. Juste 2 personnes qui avaient grandi dans des directions opposées, comme 2 arbres plantés trop près l'un de l'autre. Nous nous étions séparés avec respect et avec cette mélancolie tranquille des choses qui auraient pu être autrement. Je n'avais pas eu d'enfant. C'était un choix conscient, assumé, sans regret. Pendant des années, j'avais vécu seule, et j'avais appris à aimer ça. À aimer le silence du matin dans mon appartement du 11e, le café préparé à mon rythme, les vacances en Bretagne où je passais des heures à regarder la mer avec un livre sur les genoux sans devoir expliquer à personne pourquoi je ne voulais pas parler. Je ne cherchais personne. J'ai rencontré Mathieu un après-midi froid d'octobre 2023 lors d'une exposition au Centre Pompidou. Il avait 54 ans, des cheveux gris soigneusement entretenus, cette posture particulière des hommes qui ont appris à occuper l'espace sans s'excuser. Il se tenait devant une grande toile rouge sang, un verre de vin à la main, dans un silence total. Je me suis approchée par curiosité. Je voulais voir ce qu'il regardait dans cette toile que je trouvais, moi, profondément perturbante. Il s'est retourné, m'a regardé et a dit avec un naturel désarmant « Vous aussi, vous avez l'impression que cette toile ressemble à une blessure ouverte ?» J'ai ri. Il a ri. Nous avons parlé pendant 40 minutes de l'art, de Paris, de la façon dont la ville vieillit bien, contrairement aux gens qui vieillissent avec la peur. Nous avons échangé nos numéros presque sans nous en rendre compte. Dans les mois qui ont suivi, Mathieu a été différent de tous les hommes que j'avais connus à ce stade de ma vie. À 53 ans, je savais faire la différence entre l'intérêt authentique et la performance. Et lui semblait authentique. Chaque semaine, des chrysanthèmes blancs déposés devant ma porte, parce que dans une conversation en passant, j'avais mentionné que je préférais les chrysanthèmes aux roses. Il écoutait. Quand je travaillais tard, il apparaissait avec de la nourriture du bistrot du coin, s'asseyait, restait silencieux, sans rien réclamer. En décembre, il m'avait emmené en surprise à Colmar voir le marché de Noël que je n'avais jamais visité malgré toutes ces années en France. Ma sœur Isabelle m'avait appelé après l'avoir rencontré pour la première fois, et elle avait dit avec cette chaleur directe qu'elle a toujours eue. « Claire, avec tout ce que tu as traversé dans ta vie, tu méritais de trouver quelqu'un comme lui. Ne le laisse pas partir. » J'avais cru. Avec 53 ans, avec toute mon expérience, avec tout ce que j'avais déjà vécu, j'avais cru. La demande en mariage était venue en mars 2024, un soir de pluie fine sur le pont des Arts. Pas de caméra, pas de mise en scène. Une bague simple en or, sa voix légèrement tremblante,
et la pluie qui tombait doucement sur la scène. J'avais dit oui les yeux humides, non par performance, mais pour de vrai. Pendant les mois des fiançailles, il avait participé à chaque détail. Il avait choisi le menu avec le chef, m'avait accompagné chez la fleuriste, avait lu chaque clause du contrat avec la salle de réception. Il était présent jusque dans les silences. Je pensais avoir trouvé la bonne personne. Je ne savais pas que j'étais soigneusement préparé pour une chute, et que cette chute se produirait à l'hôtel. Ce que je ne comprenais pas encore, ce que personne autour de moi ne pouvait voir, c'est que chaque fleur, chaque silence complice, chaque voyage soigneusement choisi, était une brique de plus dans quelque chose que lui seul connaissait. Il ne construisait pas une relation, il construisait une prison. Et il voulait que je sois tellement reconnaissante d'y entrer que je n'aurais jamais l'idée d'en chercher la sortie. Mais Mathieu avait fait une erreur fondamentale. Il avait cru que parce que je voulais cet amour, j'en avais besoin pour survivre. Il ne savait pas que les femmes qui ont tout construit seules n'ont jamais vraiment besoin de quoi que ce soit. Elles choisissent. Et quand le choix se révèle être un piège, elles savent exactement comment en sortir. Je le savais. Je venais juste de l'oublier pendant quelques mois. Et je m'en souviendrai. Debout à l'hôtel, en robe de mariée, sous le soleil de Bordeaux, avec 120 personnes qui croyaient assister au plus beau jour de ma vie. Pourquoi un homme comme lui aurait-il fait ça? Qu'est-ce qu'il voulait vraiment avec tout ça? Continuez à écouter, parce que la réponse va vous couper le souffle. Le mariage était fixé au 14 juin 2024, dans un domaine viticole historique aux environs de Bordeaux. 120 invités. La famille des deux côtés, des amis de longue date, des collègues du cabinet. La cérémonie aurait lieu dans le jardin extérieur de la propriété, entre des rangées de vieilles vignes et des lavandes en fleurs, avec une maison de pierre du XVIIIe siècle en arrière-plan, dorée par le soleil de fin d'après-midi. Je me souviens de chaque détail de ce matin-là. Je me souviens du poids de la robe en soie italienne quand je l'ai enfilée. Je me souviens du parfum que j'avais choisi, le même que je porte depuis mes 40 ans, Chanel No 5, classique, sans concession. Je me souviens d'Isabelle qui ajustait mon voile avec les yeux brillants de larmes retenues, qui disait d'une voix douce et tremblante « Tu es magnifique, Claire ». Je me souviens de m'être regardée une dernière fois dans le miroir avant de descendre et d'avoir pensé, avec un calme que je n'attendais pas ressentir à cet instant précis. Je suis prête. J'ai marché dans l'allée entre les chaises avec mon beau-frère à mes côtés. Mon père était mort des années auparavant, et c'est lui qui avait accepté de me conduire jusqu'à l'hôtel avec une émotion silencieuse que je n'oublierai jamais. J'ai vu Mathieu qui m'attendait, ce sourire que je connaissais, cette posture droite et assurée qu'il avait toujours. Le pasteur a commencé la cérémonie. La lumière de fin d'après-midi dorait tout. Les vignes, les pierres, les visages. Les invités étaient dans un silence respectueux et chaud. C'est exactement à ce moment-là que c'est arrivé. Mathieu s'est légèrement penché vers moi, sous prétexte d'ajuster le bouquet dans mes mains, conservant son sourire intact pour que personne autour de nous ne perçoive absolument rien. Et il a murmuré, lentement, avec un calme perturbateur que je ne reconnais aujourd'hui que comme de la cruauté calculée. Sophie et Laure sont là aujourd'hui, toutes les deux. 3e rang, côté droit. Elles m'ont vu entrer et elles ont souri. Et elles viennent avec nous aux Maldives. Chambre communicante. Tout est déjà réservé. Il a relevé la tête et a regardé le pasteur comme si de rien n'était. Le monde s'est arrêté. J'ai senti le sol de pierre à travers les semelles de mes chaussures, comme s'il allait céder sous mes pieds. Le sourire sur mon visage s'est cristallisé. Il n'a pas disparu, parce que je ne pouvais pas le laisser disparaître. 120 pères Dieu me regardaient. Isabelle était au premier rang, les yeux brillants d'émotion. Mon neveu de 12 ans filmait avec son téléphone. La femme du pasteur tenait un mouchoir dans sa main gauche. J'ai regardé discrètement vers le 3e rang, côté droit. 2 femmes, l'une blonde, robe bleu marine, qui me regardait avec une curiosité froide et légèrement satisfaite, le genre de regard qu'on pose sur quelqu'un qu'on croit avoir déjà vaincu. L'autre brune, cheveux courts, expression neutre, mais les yeux fixés sur moi avec une précision qui ne laissait aucun doute. Elles savaient que je savais. Et elles attendaient de voir ce que j'allais faire.
Elles attendaient que je m'effondre. Quelque chose en moi, je ne sais pas si c'était la fierté, l'instinct, ou cette intelligence froide de survie que les femmes développent après des décennies de monde qui les sous-estime, a pris le contrôle avant que les larmes ou la panique n'arrivent, avant que ma gorge ne se serre, avant que mes mains ne tremblent. J'ai regardé Mathieu, directement dans les yeux, et j'ai dit d'une voix basse et absolument ferme, sans une seule fissure. Très bien. Il a cligné des yeux. Pendant une seule seconde, j'ai vu quelque chose traverser son visage. Ce n'était pas de la surprise, c'était de la satisfaction. Il croyait m'avoir brisé. Il croyait que j'acceptais. Il ne savait pas que je commençais seulement. La cérémonie a continué. Les vœux ont été prononcés. J'ai dit les miens avec une clarté de voix que plusieurs invités m'ont commenté après, me disant qu'ils avaient trouvé ça émouvant, cette façon que j'avais eue de parler avec tant de calme et de certitude. Si seulement ils avaient su ce qui se passait derrière ces mots. Nous avons échangé les alliances. Le pasteur a prononcé la formule consacrée. Les invités ont applaudi. Mathieu m'a embrassé sous les applaudissements avec la confiance d'un homme qui croit avoir tout gagné. Je l'ai laissé faire. Parce qu'à cet instant précis, pendant que ses lèvres touchèrent les miennes et que les gens autour de nous souriaient et applaudissaient et pleuraient d'émotion, mon cerveau était déjà ailleurs. Il calculait, il construisait. Il posait les premières pierres de quelque chose que lui ne verrait pas venir, parce qu'il n'imaginait pas qu'une femme debout à l'autel, souriante, le visage serein sous un voile de soie, puisse être en train de le démolir méthodiquement dans sa tête. Il m'avait choisi comme cible parce qu'il pensait que j'avais trop à perdre pour réagir. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que les femmes qui ont tout construit seules savent aussi exactement comment tout défaire. Et moi, j'avais passé 30 ans à apprendre à lire les structures, à comprendre ce qui tient, ce qui cède. Par où commencer pour qu'un édifice s'effondre proprement, sans faire de bruit inutile, sans laisser de traces qui vous reviennent dessus. Mathieu avait épousé une architecte. Il aurait dû y penser avant. Pendant le vin d'honneur qui a suivi dans le jardin, entre les rangées de vignes et sous les guirlandes lumineuses qu'il avait lui-même choisies avec moi 3 mois auparavant, j'ai serré des mains, embrassé des joues, accepté des félicitations avec un sourire qui ne vacillait pas. J'ai remercié sa tante venue spécialement de Nantes. J'ai plaisanté avec ses collègues du cabinet. J'ai dansé avec mon neveu sur une chanson qu'il avait choisie. Et dans ma tête, le plan prenait forme, silencieux, précis, dévastateur. Pourquoi ai-je accepté? Qu'est-ce qui se passait vraiment dans ma tête à ce moment-là? Ne partez pas. Parce que le plan que j'ai commencé à construire à cet instant précis, encore debout à l'autel, est l'une des choses les plus intelligentes que vous entendrez jamais. Continuez. La réception s'est terminée aux alentours de minuit. Nous sommes partis en voiture pour le Grand Hôtel de Bordeaux, sur la place de la Comédie, où nous devions passer la nuit avant le vol pour les Maldives le lendemain matin. Sophie et Laure étaient logées dans la chambre communicante, exactement comme il me l'avait dit. Il avait tout organisé avec une précision qui, maintenant que je le savais, me donnait une nausée froide et contrôlée, pas celle qui vous fait vaciller, mais celle qui vous rend lucide comme du verre. Dans la voiture, Mathieu parlait. Il racontait des anecdotes de la soirée, commentait les discours, riait de quelque chose qu'un cousin avait dit pendant le dîner. Il parlait avec l'aisance d'un homme convaincu que tout se passait exactement comme il l'avait prévu. Je répondais par monosyllabes en regardant défiler les quais de la Garonne par la fenêtre, les lumières se reflétant sur l'eau noire, les platanes immobiles dans l'air chaud de juin, la ville qui dormait sans se douter de rien. Je ne pensais plus à lui, je pensais à ce que j'avais à faire. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, le hall était somptueux et silencieux à cette heure-là. Marbre clair, lustre tamisé, le murmure discret de la climatisation. Notre chambre était au 3e étage. Grande, lumineuse même de nuit, avec un lit immense recouvert de lin blanc, des rideaux qui tombèrent jusqu'au sol, une vue sur la place illuminée. C'était la chambre de noces la plus belle dans laquelle j'avais jamais mis les pieds. Mathieu a posé sa valise, a défait sa cravate et a dit sans me regarder « Je vais dire bonsoir aux filles ». Il a ouvert la porte communicante. Je l'ai entendu se refermer de l'autre côté.
J'ai entendu des voix étouffées, un rire bas, puis le silence de l'autre côté de cette fine cloison blanche. Je me suis assise au bord du lit en soie blanche, dans ma robe de mariée, les 2 pieds à plat sur le parquet, les mains posées sur mes genoux. Droite, immobile. Comme une architecte qui évalue les dégâts sur une structure avant de décider par où commencer les travaux. J'ai regardé ma montre. 23h42. J'ai attendu exactement 3 minutes. Puis j'ai pris mon téléphone. Premier appel. Isabelle. Elle a décroché à la 2e sonnerie, encore en voiture avec son mari sur la route du retour. J'ai parlé à voix basse et j'ai dit sans préambule « Isabelle, écoute-moi. Ne pleure pas, ne crie pas, ne fais rien. Écoute seulement. J'ai besoin que tu fasses certaines choses pour moi ce soir. » Il y a eu un silence de 5 secondes. 5 secondes où j'ai entendu sa respiration changer, devenir plus courte, plus contrôlée. Puis, elle a dit, avec cette voix d'aînée qui sait exactement quand il ne faut pas s'effondrer, « Parle ». Je lui ai tout dit en 7 minutes, sans trembler, sans pleurer, juste les faits, dans l'ordre, avec les noms et les détails. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas posé de questions inutiles. Elle a seulement dit « Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ?» Et je le lui ai dit. 2e appel. Marc, mon avocat depuis 18 ans. Il était à un dîner quand il a décroché. J'entendais le bruit de couverts et de conversation en fond. Quand il a compris ce que j'avais à lui dire, il a demandé pardon à ses hôtes, est sorti sur le trottoir et est resté 40 minutes au téléphone avec moi. Marc connaît mon dossier comme il connaît sa propre bibliothèque. Il n'a pas été surpris autant que vous pourriez le croire. Les hommes comme Mathieu, il en a vu. Ce qui l'a surpris, c'est la clarté avec laquelle je lui ai exposé ce que je voulais faire. Il m'a dit à un moment, avec cette franchise qu'il réserve aux clients qu'il respecte vraiment. « Claire, vous avez pensé à tout ça ce soir ?» Et j'ai répondu, « Non, Marc, j'ai pensé à tout ça à l'hôtel. » 3e appel, le directeur de ma banque. Un appel que Mathieu n'aurait jamais imaginé que j'aurais besoin de passer. Permettez-moi de faire une pause 1 seconde. Si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant et laissez un like. Ça prend 3 secondes et ça m'aide énormément. Merci. On continue. Cette nuit-là, pendant que Mathieu était de l'autre côté de cette cloison blanche à célébrer quelque chose que je ne nommerai pas, j'ai construit un plan en 5 étapes. Chaque étape pensée pour qu'au moment où il comprendrait ce qui se passait, il soit déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. Pas trop tard d'1 heure. Trop tard de façon permanente et irréversible. La première étape concernait l'argent. Nous avions un compte joint ouvert pendant les fiançailles pour les dépenses du mariage. Il y avait 47 000 €, moitié lui, moitié moi. Guidé par Marc, j'ai transféré ma part exacte vers mon compte personnel pendant cette nuit-là. Légal, documenté, inattaquable. Mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'est ce que Marc m'a rappelé ensuite. Le contrat de mariage que Mathieu lui-même avait suggéré et que, par une négligence qui ne ressemblait pas à l'homme méticuleux qu'il prétendait être, contenait une clause qui me protégeait intégralement en cas de séparation pour infidélité prouvée. Il avait signé sa propre fin sans s'en rendre compte. La 2e étape concernait les billets. La lune de miel aux Maldives était réservée au nom de nous 2. 4 billets au total. Moi, Mathieu, Sophie et Laure. Ces 2 derniers réservés sur une carte de crédit qu'il avait soigneusement cachée pendant toutes les fiançailles. J'ai annulé mon billet cette nuit-là même, sans prévenir, sans explication. Mais je n'ai pas demandé de remboursement. J'ai redirigé la valeur vers un nouveau billet, vers une autre destination, laquelle, vous le saurez à la fin. La 3e étape impliquait Isabelle. Je lui avais demandé une seule chose. Le lendemain, 2 heures après le décollage de leur vol, elle appellerait Geneviève, la mère de Mathieu, 79 ans, femme religieuse et droite qui adorait son fils et me traitait comme une belle-fille depuis le début des fiançailles, et lui raconterait, avec soin et respect, ce qui s'était passé à l'hôtel. Pas pour détruire, pour que la vérité arrive à la famille avant que sa version à lui n'arrive. Isabelle l'a fait avec une élégance que seule elle possède. Les 4e et 5e étapes, je vous les révèle dans la partie suivante, parce qu'elles sont les plus précises, les plus dévastatrices, et parce qu'elles méritent d'être racontées dans le bon ordre, avec le silence qu'elles imposent. J'ai éteint la lumière à 3 heures du matin. Je me suis allongée au centre de ce lit immense qui n'appartenait qu'à moi. J'ai fermé les yeux.
et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans aucun poids. Quelles étaient les 2 dernières étapes? Ce que j'ai demandé à ma sœur, ce que l'avocat a dit, ce que la banque a fait, tout cela n'était que le début. Continuez à écouter, parce qu'à partir d'ici, chaque révélation sera plus grande que la précédente. Je vais vous raconter le plan. Exactement comme je l'ai construit, étape par étape, dans cette chambre d'hôtel bordelaise, où le seul bruit était le murmure de la climatisation et, de temps en temps, un rire étouffé de l'autre côté de la cloison blanche. Je vais vous le raconter avec la même précision froide que j'avais cette nuit-là, parce que c'est la seule façon de vous faire comprendre que ce que j'ai fait n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la vengeance impulsive, c'était de l'architecture. Et une architecte ne construit pas dans la précipitation. La 4e étape concernait le cabinet. Mathieu était associé dans une société de conseil financier à Paris, discrète, bien positionnée, avec une réputation qu'il cultivait avec une obsession que je comprenais mieux maintenant. Il m'avait raconté, sans mesurer l'importance de ce qu'il me confiait, qu'il était en négociation avancée avec un nouveau client institutionnel. Une fusion importante, plusieurs mois de travail, et dans ses propres mots, le contrat le plus significatif de l'histoire du cabinet. Il en parlait avec cette fierté tranquille des hommes qui confondent leurs valeurs professionnelles avec leurs valeurs humaines. L'associé principal du cabinet s'appelait Bertrand. Je le connaissais, pas comme ami, mais comme quelqu'un du même cercle professionnel parisien. Nous nous étions croisés à des inaugurations, à des conférences, à ces dîners d'affaires où tout le monde se connaît un peu et personne ne se connaît vraiment. Ce genre de relation que Paris entretient avec soin, distante, polie et potentiellement très utile. Je n'ai pas appelé Bertrand, je n'en avais pas besoin. Je lui ai envoyé un email, objectif, documenté, sans émotion superflue, avec en pièces jointes des captures d'écran de conversation que Mathieu avait eues avec ses maîtresses depuis le téléphone qu'il laissait charger sur ma table de chevet. Des conversations que j'avais photographiées des semaines auparavant, quand quelque chose de petit, un comportement légèrement différent, un horaire qui ne correspondait plus, un changement de mot de passe un mardi soir sans explication, m'avait donné le premier signal. Ce signal que j'avais consciemment ignoré parce que je ne voulais pas y croire. Mais je n'avais pas supprimé les photos. Je les avais gardées dans un dossier que j'avais nommé simplement architecture sur mon téléphone, avec cette ironie tranquille que personne d'autre que moi ne pouvait comprendre. Je les avais gardées sans savoir exactement pourquoi. Maintenant, je savais. Bertrand a répondu à l'email en 22 minutes, à 2 heures du matin. 22 minutes. Ce chiffre m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'état de la relation entre Mathieu et ses associés, sur la fragilité de cette réputation qu'il croyait inattaquable. Le client institutionnel en négociation était un groupe familial traditionnel, avec une clause éthique explicite dans le contrat de prestation de service. Une clause que Mathieu connaissait parfaitement, une clause qu'il avait choisi d'ignorer. Bertrand a répondu en 22 minutes parce que certaines choses, quand elles arrivent, ne peuvent pas attendre le matin. La 5e étape était la plus simple et la plus dévastatrice. J'ai écrit une lettre, pas à la main, sur les notes de mon téléphone, avec soin, relisant chaque paragraphe 3 fois, supprimant tout ce qui ressemblait à de la colère ou à de la douleur inutile. 2 pages. Sans insultes, sans cris. Seulement des faits, des dates. Et une dernière phrase que je savais resterait dans sa tête pour le reste de sa vie. Quand j'ai eu terminé, j'ai copié le texte dans un email adressé à lui. Et j'ai configuré l'envoi programmé pour un horaire très précis, le moment exact où l'avion décollerait de Bordeaux-Mérignac le lendemain matin. Quand l'appareil quitterait le sol, l'email partirait. Sans connexion Internet à bord pour répondre, sans possibilité de m'appeler, sans moyen de m'atteindre. Il lirait chaque mot prisonnier d'un avion, à 10 000 mètres d'altitude, avec Sophie et Laure assises à quelques rangées de lui, sans pouvoir faire absolument rien. J'ai fermé mon téléphone. J'ai posé les mains à plat sur le drap blanc. Et j'ai pensé à tout ce que Mathieu avait construit autour de moi pendant 18 mois. Les fleurs, les voyages, les silences complices, le pied sur le pont des Arts, sous la pluie, la voix légèrement tremblante quand il avait demandé ma main. J'avais cru à chaque détail. Pas par naïveté. J'avais 53 ans. Je n'étais pas naïve.
J'avais cru parce que j'avais décidé de faire confiance, ce qui est une chose très différente. La confiance est un acte délibéré. Et il avait utilisé mon acte délibéré comme une arme contre moi. Ce que Mathieu n'avait pas compris, ce que les hommes comme lui ne comprennent jamais vraiment, c'est qu'une femme qui a tout construit seule a une mémoire particulière. Elle n'oublie pas, elle range, elle classe. Elle attend le moment où l'information devient utile. Ce n'est pas de la rancœur, c'est de la méthode. J'avais rangé les captures d'écran dans un dossier nommé « Architecture ». J'avais rangé la clause du contrat de mariage dans un coin de ma mémoire depuis le jour où Marc me l'avait expliqué. J'avais rangé le nom de Bertrand, son adresse e-mail professionnelle et la nature exacte du contrat en négociation depuis le soir où Mathieu m'en avait parlé à table, entre le fromage et le dessert, convaincu que cette information ne servait qu'à illustrer son importance. Tout était rangé. Et cette nuit-là, dans cette chambre somptueuse du Grand Hôtel de Bordeaux, avec le bruit de la fête de l'autre côté de la cloison, j'avais sorti chaque chose de son tiroir et je les avais posées dans le bon ordre, comme les pièces d'un projet que j'avais mis des années à concevoir sans le savoir. Le plan était complet. 5 étapes. Aucune fissure, aucun excès, aucune trace qui pourrait se retourner contre moi. J'ai éteint la lumière à 3 heures du matin. J'ai dormi. Et dans quelques heures, à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, Mathieu allait comprendre pour la première fois, juste la première fois, que quelque chose n'allait pas du tout comme prévu. Et le contenu de cet email? Cette dernière phrase qu'il n'a jamais oubliée? Attendez, parce qu'avant de vous la révéler, je dois vous montrer ce qui s'est passé à l'aéroport. Ce moment précis où son sourire a vacillé pour la première fois. Le vol pour les Maldives décollait de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac à 9h15 du matin, avec une escale à Paris. Mathieu a frappé à la porte de la chambre à 7h30, de bonne humeur, bagages prêts, avec cette confiance particulière des hommes qui ont passé la nuit à célébrer et qui se réveillent en croyant que le monde leur appartient encore. J'avais entendu la porte communicante s'ouvrir et se refermer 1 heure plus tôt. Il était revenu se changer, j'imagine, ou peut-être simplement pour maintenir l'apparence d'un mari qui dort dans la chambre de sa femme le soir de ses noces. Le détail m'avait traversé l'esprit et m'avait quitté aussitôt. Je n'avais plus de place pour les détails inutiles. J'avais ouvert la porte. J'étais habillée, maquillée, mon sac de voyage à la main, pas la valise enregistrée, seulement le sac de cabine. Il l'avait regardé une fraction de seconde, mais n'avait pas posé de questions. Il m'avait souri avec cette condescendance enveloppée dans le charme qu'il possédait à la perfection, et avait dit « Prête, ma chérie ?» « Complètement », j'avais répondu. Nous sommes descendus tous les 4 dans le hall. Mathieu, Sophie, Laure et moi. C'était la première fois que je les voyais de près, ces 2 femmes. Sophie était la blonde du 3e rang. La robe bleue, remplacée ce matin par un ensemble beige soigné, des lunettes de soleil sur la tête, une façon de se déplacer qui trahissait quelqu'un habitué à être regardé. Laure était plus discrète, cheveux courts, jeans et veste légère, un sac de voyage fonctionnel sur l'épaule. Elle ne m'avait pas regardé directement depuis notre descente dans le hall. Je notais tout. Dans la voiture vers l'aéroport, Mathieu était assis à l'avant avec le chauffeur. Sophie et Laure occupaient la banquette du milieu. J'étais seule à l'arrière, les écouteurs dans les oreilles, à regarder les platanes de l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny défiler derrière la vitre. La ville de Bordeaux s'éveillait doucement sous un ciel de juin parfaitement bleu. Ce bleu dense et propre du sud-ouest que je n'avais vu qu'en carte postale avant ce week-end. Des gens ouvraient leurs volets. Un marché se montait sur une place. La vie continuait exactement comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit la veille dans un domaine viticole à 20 km de là. Mathieu ne m'a pas adressé la parole durant le trajet. Il n'en avait pas besoin. Dans sa tête, il gagnait. Je le laissais croire ça. C'était la dernière chose que je lui laissais. À l'aéroport, le terminal était déjà animé malgré l'heure matinale. Des familles avec des enfants, des voyageurs d'affaires pressés, des couples en début de vacances avec cette légèreté visible sur les visages qui m'a serré quelque chose dans la poitrine. Non pas de la tristesse, mais une conscience aiguë du contraste. Nous nous sommes dirigés vers le comptoir d'enregistrement. Mathieu a posé les 4 passeports sur le comptoir avec l'aisance d'un homme qui réserve des voyages à 4 depuis suffisamment longtemps pour que ça lui semble normal.
L'agente a commencé à traiter les dossiers. Elle a tapé le premier nom, puis le second, puis le troisième, puis elle a tapé le mien. Elle a regardé l'écran, a retapé, a regardé à nouveau. Madame Moreau? Oui, votre réservation a été annulée hier soir. Vous étiez au courant? Elle avait levé les yeux vers Mathieu avec ce regard neutre et professionnel des personnes habituées à annoncer des complications sans prendre parti. Mathieu s'était retourné vers moi. Et pour la première fois depuis le murmure à l'hôtel, le sourire avait hésité, pas disparu, hésité. Une fraction de seconde pendant laquelle j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Une légère contraction, comme quelqu'un qui pose le pied sur une marche et qui réalise qu'elle n'est pas là. « Claire, qu'est-ce que… » J'ai annulé mon billet, j'ai dit, avec exactement la même voix que j'avais utilisée à l'hôtel, calme, ferme, sans la moindre fissure. Bon voyage, Mathieu. J'ai pris mon sac et j'ai tourné les talons. Il est venu derrière moi. J'ai entendu ses pas rapides sur le sol du terminal et j'ai senti sa main sur mon bras. Une pression ferme, pas violente, mais insistante, le geste d'un homme qui n'a pas encore compris qu'il a perdu le droit de me toucher. Je me suis retourné. Il me regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Pas de la colère, pas encore, mais quelque chose de plus inconfortable que la colère. De la déstabilisation. Ce vertige particulier des personnes qui ont planifié chaque détail et qui réalisent soudainement qu'une variable leur a complètement échappé. Sophie et Laure s'étaient arrêtées à 6 mètres derrière lui. Elles nous observaient. Je les voyais dans mon champ de vision périphérique sans les regarder directement. J'ai baissé la voix pour que personne d'autre n'entende et j'ai dit avec une lenteur délibérée « Tu vas recevoir un email de ma part. Lis-le quand vous serez en l'air. Tu auras largement le temps d'y penser. » J'ai retiré son main de mon bras avec une douceur qui était pire que n'importe quelle brutalité. Et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais aucune raison de le faire. Tout ce que je voulais voir était devant moi. J'ai traversé le terminal, passé les portes automatiques, retrouvé l'air chaud du matin de juin sur le trottoir de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. J'ai pris un taxi. J'ai donné une adresse. Et pendant que la voiture s'éloignait sur la rocade, j'ai regardé une dernière fois dans le rétroviseur la façade de l'aéroport qui disparaissait derrière les premiers échangeurs. Quelque part là-dedans, Mathieu était en train de comprendre que sa variable manquante n'était pas une erreur de réservation. C'était moi. Et moi, j'avais un avion à prendre. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet email? L'a-t-il lu avant d'atterrir? Et que s'est-il passé quand ils sont arrivés aux Maldives sans moi? Continuez, parce qu'à partir d'ici, mon plan commence à exploser en pleine face pour lui. Mathieu a embarqué. Je le sais parce qu'Isabelle me l'a confirmé plus tard. Après avoir parlé à quelqu'un qui était dans le même terminal à Charles de Gaulle pendant l'escale. Elle ne l'avait pas cherché, c'est lui qui l'avait appelé, depuis un coin isolé du terminal, pendant que Sophie et Laure attendaient à la porte d'embarquement avec les bagages et une tension entre elles qui avait commencé à se cristalliser dès l'aéroport de Bordeaux. L'email était arrivé exactement comme je l'avais prévu. Le téléphone avait vibré une dernière fois dans sa poche pendant qu'il rangeait son bagage en cabine. Il avait regardé l'écran, vu mon nom, et avait lu debout dans l'allée centrale de l'appareil avec les autres passagers qui essayaient de passer autour de lui et une hôtesse qui lui demandait poliment de s'asseoir. Il avait lu sans bouger pendant assez longtemps pour que la demande de l'hôtesse se répète 2 fois. À Charles de Gaulle, pendant l'escale de 2 heures, il avait passé 45 minutes seul dans un coin du terminal à faire des appels. Le premier était pour moi. Je n'ai pas décroché. J'étais déjà ailleurs, dans un autre terminal, dans un autre état d'esprit, et mon téléphone avait sonné dans mon sac comme quelque chose qui appartenait à une autre vie. Le deuxième appel était pour Marc. Marc n'a pas décroché non plus. Il m'avait prévenu qu'il ne le ferait pas, que tout ce que Mathieu pourrait lui dire à ce stade n'aurait aucune valeur légale et ne ferait que compliquer inutilement les choses. Le troisième appel était pour Isabelle. Elle a décroché. Elle a écouté. Et quand il a eu fini de parler, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, Isabelle m'a résumé sans entrer dans les détails qui n'en valaient pas la peine. Elle a répondu avec cette voix tranquille et définitive qu'elle réserve aux situations où la douceur serait une forme de mensonge. « Mathieu, Claire m'a tout raconté, je n'ai rien à te dire. » Et elle a raccroché.
Il a embarqué sur la connexion pour les Maldives parce qu'à ce stade, il n'y avait plus rien à Paris qu'il pouvait aller réparer. Les dommages avaient déjà eu lieu. Les pièces étaient déjà en mouvement. Rentrer n'aurait servi qu'à lui faire constater plus tôt ce qu'il allait découvrir de toute façon. Il est arrivé au resort avec Sophie et Laure. Le domaine était d'un luxe discret et absolu. Ces bungalows sur pilotis au-dessus d'un lagon turquoise que les Maldives produisent comme si c'était simple, avec des planchers en bois chaud qui donnent directement sur l'eau, des couchers de soleil à couper le souffle, et un personnel formé pour anticiper chaque désir avant qu'il soit exprimé. C'était exactement le genre d'endroit que Mathieu aimait choisir. Le genre d'endroit où l'on se sent important par procuration, où le luxe environnant semble valider quelque chose sur soi-même. Au comptoir du resort, quand il a voulu confirmer les extras du séjour, le dîner privé sur la plage, l'excursion en bateau, les soins au spa, la carte a été refusée. Il a essayé une deuxième fois. Refusée. Ce qui s'était passé était simple et parfaitement légal. Le compte auquel cette carte était liée m'avait comme cotitulaire. Dans les heures qui avaient suivi ma décision, j'avais signalé une irrégularité à la banque et formalisé mon retrait du compte selon mes droits contractuels. Ce n'était pas du sabotage, c'était de la comptabilité. Une architecte comprend les structures, y compris les structures financières, et sait exactement quelle poutre porte le poids de quoi. Sophie et Laure avaient leur propre carte, mais elles n'avaient pas été informées qu'elles auraient à supporter l'intégralité des frais du séjour. Ce n'était pas ce qui avait été présenté, ni ce qui avait été promis. Et quand la réalité d'un luxe non financé rencontre deux femmes qui n'ont jamais signé pour en assumer le coût, le romantisme se dissout avec une rapidité remarquable. Le climat entre les trois avait changé dès le premier soir. Je n'avais pas besoin d'être là pour le voir. Je le savais parce que je connaissais suffisamment la nature humaine, et parce que les architectes savent ce qui arrive aux structures quand on retire un élément porteur sans prévenir. Elles s'effondrent, pas toujours brutalement. Parfois doucement, avec des craquements progressifs, chaque fissure en appelant une autre jusqu'à ce que l'ensemble soit irréparable. Le lundi suivant le mariage, pendant que Mathieu était encore aux Maldives, Bertrand avait convoqué une réunion extraordinaire des associés. L'email que j'avais envoyé dans la nuit des noces avait circulé entre les membres de la société avec la vitesse tranquille des informations qui ne peuvent pas être ignorées. Le client institutionnel en négociation, ce groupe familial traditionnel avec sa clause éthique explicite, celle que Mathieu connaissait mot pour mot, avait été contacté de façon préventive. La négociation avait été suspendue. Mathieu avait été écarté du dossier dans l'attente d'une décision de la société. Quand il était rentré de voyage, une lettre l'attendait au cabinet. Mais ce n'était pas encore la chose la plus difficile qui l'attendait. Geneviève, sa mère, n'avait pas décroché quand il avait appelé depuis les Maldives. Ni le lendemain, ni le surlendemain. Isabelle avait eu cette conversation avec elle dans la matinée du samedi, 2 heures après le décollage, avec ce mélange de franchise et de douceur qu'elle possède mieux que personne. Geneviève avait écouté en silence, avait posé 3 questions précises et avait remercié Isabelle. Elle n'avait plus répondu aux appels de son fils depuis. Le frère de Mathieu, qui avait été son témoin la veille encore, lui avait envoyé un message de 4 mots. « Ne m'appelle pas maintenant. » 4 mots. Pas d'explication, pas d'ouverture, pas de porte laissée entr'ouverte. 4 mots qui signifiaient que la version qu'il avait prévu de construire, le mari moderne, incompris, dont la femme avait dramatisé une situation, n'avait même pas eu le temps de prendre forme. La vérité était arrivée en premier. Et la vérité, quand elle arrive en premier avec des preuves et sans colère, est presque impossible à démentir. Tout s'effondrait. Silencieusement, méthodiquement, exactement comme prévu. Et lui était à 10 000 kilomètres de Paris, dans un bungalow de luxe aux Maldives avec 2 femmes qui ne lui parlaient presque plus et une carte de crédit qui ne fonctionnait plus, en train de relire pour la 4e ou 5e fois les 2 pages de mon email, en cherchant encore la dernière ligne, celle qu'il n'arrivait pas à quitter. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette dernière ligne ? Pourquoi cette phrase précise a-t-elle été la plus dévastatrice de tout ce que j'ai écrit ? Je vais vous lire l'email. Pas en entier, parce que certaines choses restent entre lui et moi, dans cet espace privé, que même la trahison n'efface pas complètement. Mais les passages qui comptent,
ceux qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, vous méritez de les entendre. Je les ai relus cette nuit-là 3 fois avant de programmer l'envoi. Pas par doute, par souci de précision, une architecte ne signe un plan qu'une fois qu'elle est certaine que chaque ligne est exactement là où elle doit être. Voici ce que j'ai écrit. Mathieu, je t'écris depuis un endroit où tu ne peux pas m'atteindre, ce qui est, pour la première fois depuis longtemps, exactement là où je veux être. Tu lis ces mots prisonnier d'un avion, à 10 000 mètres d'altitude, avec du temps devant toi et nulle part où aller. C'est volontaire. Je voulais que tu aies le temps de lire lentement. Je me suis mariée avec toi de bonne foi, à 53 ans, en sachant exactement ce que je faisais. Pas par solitude, pas par peur, par choix. Parce que j'ai décidé de te faire confiance. Et à cet âge, avec tout ce que j'ai traversé, la confiance est la chose la plus précieuse que je puisse offrir à quelqu'un. Tu le savais. Et tu as utilisé cette précision contre moi. Tu as tout planifié avec soin. Les fleurs, les silences, le voyage à Colmar, la pluie sur le pont des Arts, la voix légèrement tremblante quand tu as demandé ma main. Chaque geste était calculé pour que ma chute soit plus haute. Tu as choisi de m'humilier à l'hôtel parce que tu pensais que je n'aurais nulle part où aller, que la honte publique me paralyserait, qu'une femme de 53 ans avalerait n'importe quoi pour ne pas perdre ce qu'elle croyait avoir trouvé. Tu as mal calculé. Je ne suis pas devenue architecte en construisant sur du sable. Tout ce que j'ai, je l'ai bâti moi-même, avec mes propres mains, sur des décennies de travail sans raccourci. Et tout ce que nous avons construit ensemble est en train d'être défait, en ce moment précis, pendant que tu lis ces lignes. Le compte joint a été régularisé cette nuit. Marc s'occupe du reste, et il le fait avec cette efficacité que tu aurais peut-être remarqué si tu l'avais choisi comme adversaire plutôt que de l'ignorer comme simple formalité. La clause du contrat de mariage, celle que tu as toi-même suggérée et que tu as signée sans en mesurer les conséquences, me protège intégralement. Tu avais signé ta propre fin avant même que la cérémonie commence. Bertrand a reçu un email de ma part cette nuit. Il a répondu en 22 minutes. Je te laisse imaginer ce que ça signifie pour la négociation que tu appelais le plus grand contrat de l'histoire du cabinet. Ta mère saura ce qui s'est passé à l'hôtel avant que ton avion atterrisse. Pas ma version déformée par la douleur, les faits, simplement, tels qu'ils se sont produits, racontés par quelqu'un en qui elle a confiance. Je n'ai rien à déformer. La réalité, dans ce cas précis, se suffit entièrement à elle-même. Je ne suis pas en colère, Mathieu. C'est important que tu comprennes ça. Pas pour te rassurer, mais parce que c'est vrai, et parce que l'absence de colère est peut-être la chose qui devrait t'inquiéter le plus. La colère passe. Ce que j'ai fait cette nuit, moi, ne passe pas. Tu as voulu me faire sentir petite le jour le plus important de ma vie. Debout à l'hôtel, en robe de mariée, devant 120 personnes qui me regardaient, tu as murmuré quelque chose que tu pensais être une victoire. Tu t'es trompé sur ce que j'étais. Tu pensais avoir épousé une femme qui avait besoin de toi pour exister. Tu avais épousé une femme qui avait simplement choisi de te laisser entrer et qui savait, depuis le premier jour, comment refermer la porte. Ma vie, celle que j'ai construite avant toi et que tu n'as jamais vraiment touchée, est intacte. Elle m'attend. Elle a toujours été là. Les femmes comme moi ne rapetissent pas, Mathieu. Nous réorganisons simplement les plans. Puis venait le post-scriptum, la dernière ligne, celle qu'il a relue, selon ce qu'Isabelle a appris plus tard par des chemins indirects que je ne détaillerai pas, plusieurs fois. Celle qui est restée. PS. Pendant que tu lis ceci, je suis déjà là où je voulais être, seule, libre et heureuse, une chose que toi, entourée de 2 personnes qui sont là pour ta carte de crédit, tu n'es probablement pas en train d'être. Voilà, 2 pages, aucun mot de trop, aucun mot en dessous de ce qui était nécessaire. J'y avais mis 30 ans de vie parisienne, 18 mois d'une histoire que je croyais vraie, une nuit blanche dans une chambre de noces que je n'avais pas partagée, et cette certitude tranquille qui est peut-être la seule chose que personne ne peut prendre à une femme qui a appris à se construire elle-même. La certitude que sa valeur n'a jamais dépendu du regard de personne d'autre. Mathieu avait cherché à me définir par sa trahison. Il avait oublié que j'étais architecte. Je ne me laisse pas définir par les fissures. Je les localise, je les documente, et je décide, avec méthode et sans précipitation, comment reconstruire. Ou, dans ce cas précis,
Comment laisser ce qui devait s'effondrer proprement, sans que rien de ce qui m'appartenait vraiment ne soit emporté dans la chute. L'email était parti à 9h17 du matin, 2 minutes après le décollage de Bordeaux-Mérignac. À 9h17, moi j'étais dans un taxi sur la rocade, le sac de voyage sur les genoux, les yeux ouverts sur une matinée de juin qui sentait l'herbe chaude et l'asphalte, et cette odeur particulière de liberté que les gens ne reconnaissent que quand ils ont failli ne plus la connaître. Mon avion décollait à 11h40. Destination que personne autour de moi ne connaissait encore, sauf Marc, qui avait besoin de savoir où me joindre, et Isabelle, à qui je ne cachais rien depuis l'âge de 6 ans. Un endroit que j'avais voulu voir depuis des années. Un endroit que Mathieu avait toujours écarté d'un geste vague quand j'en parlais, préférant des destinations européennes où il connaissait les bonnes tables et les bonnes personnes. Un endroit que j'avais rangé dans un tiroir fermé à clé, comme on range un rêve qu'on n'a pas encore le droit d'avoir. Cette nuit-là, dans la chambre du Grand Hôtel de Bordeaux, j'avais ouvert ce tiroir. Et dans quelques heures, pour la première fois de ma vie, j'allais voir le Pacifique. Et où étais-je ? Vers quoi partais-je, seul, libre, avec une valise cabine et 53 ans de vie intacte devant moi? Le billet que j'avais redirigé dans la nuit de l'hôtel bordelais était pour Honolulu, à Hawaï. Ce n'était pas une impulsion. Ce n'était pas le choix désespéré d'une femme qui fuit. C'était le choix délibéré d'une femme qui arrive enfin. J'avais voulu aller à Hawaï depuis des années, avec cette envie tranquille et persistante des désirs qu'on ne croit plus avoir le droit d'exaucer, parce que la vie quotidienne finit toujours par sembler plus urgente qu'un rêve. Mathieu détournait le sujet chaque fois que je l'abordais. Il préférait Venise, il préférait Lisbonne. Il préférait des endroits où il connaissait les codes, où il pouvait être celui qui guide et qui sait. Hawaï était trop loin, trop différent, trop en dehors de la carte qu'il avait dessinée pour nous deux. Cette nuit-là, dans la chambre du Grand Hôtel de Bordeaux, j'avais rouvert cette carte et j'avais tracé mon propre itinéraire. L'avion décollait de Bordeaux-Mérignac à 11h40 avec une escale à Los Angeles. J'avais embarqué dans la salle d'attente avec mon sac de cabine, un livre que j'avais commencé 3 semaines plus tôt et que les événements avaient interrompu, et cette sensation étrange et précise de légèreté que je n'avais pas ressentie depuis si longtemps que je l'avais presque confondue avec de l'insouciance. Ce n'était pas de l'insouciance, c'était de la clarté. La clarté de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle laisse derrière elle et qui a fait la paix avec ça avant même de partir. Je suis arrivé à Honolulu un après-midi de juin, après 20 heures de voyage, avec les jambes lourdes et les yeux légèrement brûlants de fatigue et de lumière. Le terminal de l'aéroport international Daniel K. Inouï était ouvert sur l'extérieur comme je ne l'avais jamais vu dans aucun aéroport européen. L'air chaud et humide entrait directement, chargé de quelque chose de végétal et de salé que je n'arrivais pas à nommer tout de suite. J'ai compris plus tard que c'était simplement l'odeur du Pacifique mélangée aux fleurs de plumeria que les habitants portent dans les cheveux ou offrent en collier aux arrivants. Une odeur qui n'existe nulle part ailleurs sur la planète et qui vous dit immédiatement, sans le moindre doute possible, que vous êtes très loin de tout ce que vous connaissiez. L'hôtel était un boutique-hôtel simple à Waikiki, pas le luxe excessif que Mathieu aurait choisi, pas ces palaces immenses qui ressemblent à des décors, mais un endroit à taille humaine avec une terrasse donnant sur l'océan, des chambres fraîches et claires et un personnel qui souriait sans performance. J'avais fait la réservation depuis mon téléphone dans la nuit du Grand Hôtel de Bordeaux, entre l'appel à Marc et l'appel à la banque, avec la même concentration méthodique que je mettais à choisir les matériaux d'un chantier. Ce que je cherchais n'était pas le luxe. Ce que je cherchais était l'espace physique, l'espace sonore, l'espace à l'intérieur de moi-même que 18 mois d'une histoire construite sur du mensonge avaient progressivement occupé sans que je m'en rende compte. Le premier matin, je me suis réveillée avec le son du Pacifique. Je suis restée allongée plusieurs minutes sans bouger, les yeux ouverts sur le plafond blanc de la chambre, à écouter ce bruit qui n'était pas tout à fait comme le bruit de la mer en Bretagne. Plus grave, plus constant, avec cette respiration lente et profonde des grands fonds qui vous rappellent que l'océan n'a pas besoin de vous pour exister, et que c'est précisément pour ça qu'il est reposant. Puis je me suis levée, j'ai préparé le café dans la petite cafetière de la chambre, et je suis allée sur la terrasse avec le bol dans les 2 mains.
L'eau était d'un bleu-vert que je n'avais jamais vu de ma vie. Pas le bleu de la Méditerranée, que je connais, pas le gris-vert de l'Atlantique breton. Quelque chose entre les deux et au-delà des deux, une couleur qui semblait venir de très loin en dessous de la surface, comme si l'océan éclairait lui-même ses propres profondeurs. Je suis restée sur cette terrasse un long moment sans penser à rien de précis. Pas à Mathieu, pas au plan, pas à ce qui se passait à Paris ou aux Maldives ou dans les bureaux des avocats. Seulement à cette couleur et à ce bruit et à ce café trop chaud que je tenais dans les paumes. C'était de l'intégrité, pas de la joie euphorique, pas du triomphe, quelque chose de plus calme et de plus solide que tout ça. Le sentiment d'être complète, exactement là où on se trouve, sans rien manquer et sans rien attendre. Je suis restée 10 jours à Hawaï. J'ai marché seule sur la plage de Kailua le matin, quand il n'y avait presque personne. Ce sable blanc, si fin, qu'il crisse sous les pieds d'une façon que je n'avais jamais entendue. Avec les Kulu Mountains vertes et abruptes en arrière-plan et l'eau translucide qui arrivait sur mes chevilles avec une douceur presque irréelle. J'ai pris un petit bateau avec d'autres touristes pour longer la côte de Napali, à Kauai, ces falaises vertes et déchiquetées qui surgissent de l'océan comme si la Terre avait décidé, à un endroit précis du monde, de montrer ce dont elle était vraiment capable. Quand je les ai vus pour la première fois, j'ai retenu ma respiration sans m'en rendre compte. Et la femme assise à côté de moi dans le bateau, une Américaine d'une 60aine d'années, seule elle aussi, avec un appareil photo autour du cou, m'a regardée et a dit simplement « Je sais, moi aussi, la première fois. J'ai déjeuné dans des endroits que j'avais choisis seule, sans consulter personne, sans considérer les goûts de quelqu'un d'autre. J'ai lu 2 livres entiers sur la terrasse. J'ai dormi avec la fenêtre ouverte sur le bruit de l'océan. J'ai passé un après-midi entier à ne rien faire d'autre que regarder des tortues marines remonter à la surface dans une baie protégée que quelqu'un m'avait indiquée à la réception de l'hôtel. Un soir, assise sur un rocher du côté ouest d'Oahu pour regarder le soleil descendre sur le Pacifique, j'ai reçu un message de Marc, court, précis, dans ce style qu'il a depuis toujours. Claire, la procédure d'annulation est engagée. Tout se passe comme prévu. La clause d'infidélité documentée nous protège entièrement. À ton retour, 3 signatures et c'est terminé. J'avais répondu 2 mots. Merci, Marc. Et j'avais refermé le téléphone. Le soleil descendait sur l'eau avec cette couleur orange intense et saturée que le Pacifique produit au couchant et qui n'existe nulle part en Europe. Quelque chose entre le cuivre et la braise, une lumière qui semble venir de l'intérieur des choses plutôt que de les éclairer par-dessus. J'avais pensé à Mathieu dans ce moment. Pas avec colère, pas avec nostalgie, comme on pense à un chapitre qu'on a lu jusqu'au bout et qu'on referme. Avec cette conscience tranquille que l'histoire était là, qu'elle a existé et qu'elle est terminée. Il m'avait choisi comme cible parce qu'il pensait que mon âge serait ma faiblesse, que la peur du recommencement me rendrait malléable, qu'une femme de 53 ans qui croyait avoir trouvé quelque chose de rare avalerait n'importe quoi pour ne pas le perdre. Il n'avait pas compris quelque chose d'essentiel sur les femmes qui arrivent à 53 ans entières. Nous n'avons pas peur de recommencer. Nous sommes faites de recommencement. Chaque décennie a été un recommencement. Une nouvelle version de nous-mêmes, construite sur les décombres proprement rangés de la précédente. Nous ne recommençons pas malgré ce que nous avons traversé. Nous recommençons avec tout ce que nous avons traversé, et c'est précisément ce qui nous rend impossible à briser vraiment. Mathieu est rentré des Maldives dans un appartement parisien dont la moitié des affaires avaient été séparées par ordonnance provisoire. Dans un cabinet où le plus grand contrat de l'histoire de la société avait été perdu pendant son absence. Dans une famille qui avait besoin de temps. Dans une ville qui, comme toutes les grandes villes, se moque profondément de votre honte personnelle et continue d'exister à son propre rythme sans vous attendre. Sophie et Laure ne lui parlaient plus. Les frais des Maldives avaient créé entre eux un contentieux que ni la passion ni la complicité ne survivent longtemps. Il avait gardé l'appartement, les factures, le silence. Je suis rentrée de Honolulu 10 jours après mon départ, avec la peau légèrement hâlée par le soleil du Pacifique, 2 livres lus et une certitude que ni un mariage, ni une humiliation dans un domaine viticole bordelais, ni un homme de 54 ans convaincu d'avoir tout compris,
n'avait réussi à entamer. Ma vie avait toujours été mienne. Je l'avais seulement oubliée quelques mois. Et je m'en étais souvenu debout à l'hôtel, en robe de soie italienne, sous le soleil de juin, avec 120 personnes qui regardaient et un homme qui croyait avoir gagné. C'est souvent comme ça que ça se passe. Les rappels les plus importants arrivent dans les endroits les plus inattendus, sous la forme qu'on aurait le moins choisie, au moment où on pensait que tout était perdu. Mais rien n'était perdu, rien de ce qui comptait vraiment. Et ce soir, à Oahu, avec le Pacifique devant moi et le soleil orange qui disparaissait lentement derrière l'horizon, j'ai su avec une clarté absolue et définitive que la suite, tout ce qui venait après cette page fermée, m'appartenait entièrement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez votre like, parce que cette histoire le mérite. Commentez en dessous. Vous auriez fait la même chose que moi. Ou vous auriez réagi autrement? Dites-moi. Et si vous connaissez quelqu'un qui avait besoin d'entendre cette histoire aujourd'hui, envoyez-lui maintenant. Parfois, la bonne histoire arrive au bon moment.